Bonjour, bienvenue dans votre journal de la Méditerranée. Cette semaine encore, nous allons vous emmener faire le tour du bassin méditerranéen pour revivre les temps forts qui ont marqué l'actualité. Nous ferons escale dans le port de Marseille. Ce n'est pas qu'une carte postale, mais le véritable cœur de l'activité de la ville. Les Marseillais en sont fiers et vous verrez que sa récente métamorphose le rend encore plus attractif pour les touristes. Puis nous vous emmènerons en Turquie pour découvrir un site incroyable, les termes de Pamukkale, une anomalie géologique devenue une véritable invitation au voyage et à la détente. Enfin, un spectacle original, Les Croisades vues par les Arabes, un mini-théâtre filmé, conçu par ce marionnettiste égyptien. Il le présente à Aubagne avant le célèbre MoMA de New York. Mais pour commencer, la vague de froid qui s'abat sur le Proche-Orient. Jérusalem s'est couvert d'un manteau neigeux. Ce sont les chutes de neige les plus importantes pour un mois de décembre depuis 1953. La ville sainte est paralysée. L'épaisseur de poudreuse atteignait 37 cm vendredi. Non loin de là, dans les territoires palestiniens, à Ramallah, Bethléem ou Hébron, c'est le même scénario. De quoi réjouir les plus jeunes. Dans les pays voisins, cet hiver rigoureux a des conséquences dramatiques. En Syrie, le froid a déjà fait des morts, notamment des enfants, à Alep et dans la province de Homs. Dans les camps libanais où les réfugiés s'entassent sous des tentes, des familles entières sont désormais à la merci du gel et de la neige. Les explications de Marie Pujolas. Le Liban n'a pas été épargné par la tempête Alexa et la vague de froid qui touche le Proche-Orient. La situation est particulièrement critique pour les dizaines de milliers de réfugiés syriens qui vivent dans des camps de fortune. C'est le cas dans ce campement de la vallée de la Bekaa où 1 millier de personnes a trouvé refuge. Hommes, femmes et enfants, tous sont désespérés et tentent de faire face aux conditions climatiques. Il fait froid sous la pluie et il n'y a rien d'autre que la faim et le froid. Il n'y a rien comme vous pouvez le voir. Je suis ici depuis une semaine, vivant sous la pluie et la neige, sans personne qui puisse nous aider, pour quoi que ce soit. Nous ne sommes pas préparés pour des tempêtes pareilles. Cela nous a surpris. Les tentes se sont envolées, la pluie et la neige sont entrées et ont recouvert nos enfants. Nous aurions préféré rester en Syrie sous les bombardements. Ça aurait été plus facile que les tempêtes. Depuis le début du conflit en Syrie, il y a 2 ans et demi, 3 millions de civils ont fui le pays. Près d'1 million d'entre eux seraient au Liban. Et toujours à propos du conflit syrien, nous l'avons appris cette semaine. 2 journalistes espagnols du quotidien El Mundo ont été enlevés en Syrie. C'était il y a 3 mois, mais leurs disparitions viennent d'être rendues publiques par leur famille. 39, c'est le nombre de reporters enlevés en Syrie depuis le début du conflit. Parmi eux, 4 Français. Des opérations de soutien sont régulièrement organisées pour ne pas les oublier, comme c'était encore le cas à Bordeaux cette semaine. Des reporters qui risquent leur vie pour nous informer. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour travailler dans ce pays? Nous avons rencontré un jeune photographe qui vient de rentrer d'Alep. William Roguelon est l'un de ces rares photoreporters à s'être rendu en Syrie. À 23 ans, ce Bordelais en est à son 3e voyage. Il y a 2 semaines, il était encore à Alep, sous les bombes. Il y a beaucoup de bombardements, il y a une situation sanitaire assez déplorable. Il y a aussi beaucoup de confusion, notamment entre les rebelles. On ne sait plus qui est qui fait quoi. Il n'y a pas d'organisation réelle au niveau de la hiérarchie. Il n'y a pas de structure là-bas. Un chaos qui aurait pu être fatal au jeune photographe. Lors d'un reportage sur une école, il échappe de peu à une tentative d'enlèvement. En Syrie, le danger n'est jamais là où on l'attend. J'ai mis 3 mois pour préparer mon voyage, pour trouver un traducteur, un chauffeur, un fixeur. Et à partir de là, j'ai travaillé. Mais sur le coup, c'était un peu une folie. Peut-être que j'ai de la chance aussi. J'ai un gros facteur chance. Mais je suis toujours entouré de journalistes avec moi. Je suis jamais tout seul. Je ne veux pas travailler tout seul dans des conditions comme ça. Ce que j'ai appris avec ce métier, c'est de travailler en équipe, c'est le plus important. Les photos de William Roguelon ont été exposées lors des rencontres de Bayeux consacrées aux correspondants de guerre. Après la Syrie, le reporter envisage de pointer son objectif vers la Centrafrique ou les Philippines. Le reste de l'actualité a été marqué par le pape François, élu personnalité de l'année par le magazine Time.
le vote de confiance des députés italiens au gouvernement et les difficultés de la SNCM. Un tour d'horizon préparé par Marie Pujolas. Il est la personnalité de l'année 2013, selon le magazine américain Time. 9 mois après son arrivée à la tête de l'Église catholique, le pape François fait souffler un air de changement sur l'Église et ses 1,2 milliard de fidèles dans le monde. Avec son style humble et proche des gens, il a mis les thèmes de la richesse et de la pauvreté, de la justice et de la place des femmes dans la société au centre des débats. Cette reconnaissance a été accueillie avec fierté au Vatican. Le pape n'est certainement pas une personne qui recherche les honneurs. Mais si cette nomination comme homme de l'année signifie que beaucoup de personnes ont compris son message, le message de l'amour de Dieu pour tous, alors il en sera heureux. Âgé de 76 ans, l'Argentin est le premier non-européen à avoir accédé à cette fonction suprême en 1300 ans. En Italie, le Premier ministre Enrico Letta a remporté mercredi 2 votes de confiance au Parlement et promet un nouveau départ pour son gouvernement. Le Premier ministre a dit vouloir sauver son pays de la crise. Enrico Letta a également fustigé les forces populistes et les anti-européens. Un vote qui s'est déroulé dans un contexte social tendu. Depuis quelques jours, des militants du mouvement des Forconi, les Fourches, multiplient les actions. Ce mouvement qui a vu le jour chez les agriculteurs siciliens touche désormais de nombreuses régions et professions, comme les chauffeurs routiers qui protestent contre l'étranglement dont ils s'estiment victimes de la part des banques et des services fiscaux. Mercredi, des actions ont eu lieu dans plusieurs villes. Des axes de circulation et des voies ferrées ont notamment été bloqués. La fin d'année est très houleuse pour la SNCM. La compagnie maritime corse est au bord du dépôt de bilan. Un rapport parlementaire vient de mettre en lumière un enchaînement d'erreurs de la part de l'État et de l'actionnaire Veolia pour expliquer cette situation. Pour tenter de sauver l'entreprise, le président du directoire Marc Dufour plaide pour un plan de relance et une levée de fonds auprès de nouveaux actionnaires. Une solution qui séduit certains syndicats. On attend d'abord le respect de la parole publique, le respect de la parole du Premier ministre et qu'on passe au lancement du plan tout en défendant effectivement les droits de la SNCM qui sont aussi les droits de la Corse. Par ailleurs, plusieurs syndicats dont la CGT ont lancé un appel à la grève reconductible à partir du 1er janvier. Ils dénoncent notamment la défaillance des actionnaires. Et on reste dans le port de Marseille. C'est autour de lui que la cité phocéenne s'est construite et aujourd'hui, c'est encore lui qui rythme la vie de la ville. Passage obligé pour les touristes qui débarquent toujours plus nombreux, vous allez voir que les Marseillais sont très attachés à leur port. Ils font battre le cœur de Marseille. Comme tous les matins, les pêcheurs rentrent au port pour y vendre les poissons qu'ils ont pris. Plus de 20 ans qu'Olivier Begliomini exerce ce métier, celui de son père déjà, avec toujours le même bonheur quand il arrive dans le port. Le plus beau port du monde. Et quand vous naviguez, ça vous fait plaisir ? Ah carrément oui. De voir cette ville belle comme ça me fait trop plaisir. Et qu'est-ce que vous prenez comme poisson ici ? Des sols et des merlans. Et qu'est-ce qu'on prend ? Des rougets, ça dépend des saisons en fait. L'été on fait les langoustes, les chapons. Il ne reste plus que 300 pêcheurs, des artisans aidés par leurs femmes pour vendre le poisson. C'est les vivants au prix des morts. La plus ancienne de toutes, c'est Anna Lubrano, 84 ans. Le port, elle y est née, elle y habite et elle y travaille chaque matin depuis ses 18 ans. C'est ma vie là. Quand je vois le port, madame, même que je suis loin, si je ne vois pas le port, je suis malade. Hélène Vanny est fière. Voici 5 générations que sa famille est dans la pêche, mais elle s'inquiète. Il y a une guerre entre la communauté urbaine de Marseille et la mairie de Marseille. Et la communauté urbaine de Marseille voudrait bien installer à la place des barques marseillaises de pêcheurs des yachts qui payent à la journée, quoi. Voilà, ils voudraient faire rentrer un peu d'argent. Les yachts n'ont pas encore envahi le port, mais les bateaux de croisière y jettent l'ancre de plus en plus souvent. Marseille est devenue la première escale française. Ce matin-là, le Nautica a le privilège d'accoster au cœur de la ville, au pied du nouveau musée, le Mucem. Tout est fait pour attirer les croisiéristes. Laetitia Turc-Baron, agent maritime, va s'occuper de l'escale de ce bateau de luxe américain. Il a à peu près 670 passagers. Et là, il arrive de Portofino et demain, je crois qu'il est à Barcelone. À bord, des passagers venus de l'autre côté de l'Atlantique. US.
America. Seattle, Washington. Toronto, Canada. Pour ces touristes, ce voyage en Europe est une aventure. Marseille, une ville inconnue. Que connaissez-vous de Marseille? Pas grand-chose. C'est un grand port. C'est tout ce que je sais. À la guide, Stéphanie Hérault, de combattre les préjugés. Les Américains ont cette image de Marseille comme nous avons de Chicago par exemple, aux États-Unis, voilà, et qui n'est pas du tout voilà, une ville dangereuse. Voilà, une ville dangereuse, alors que c'est comme dans la plupart des grandes villes. Elle n'est pas aussi dangereuse qu'ailleurs. Les croisières font revivre le port. Plus d'1 million de passagers ont débarqué à Marseille cette année. Plus 30% de fréquentation en un an, un record. Et quand ils découvrent le port marseillais, les touristes s'extasient. Cette lumière, ce soleil, la mer, nous avons un coup de foudre, c'est fantastique. Mais il existe une autre partie du port, interdite aux touristes. C'est le port autonome, réservé au commerce. Depuis la capitainerie, Amaury de Maupoux gère le plus grand port de France. Avant, cet officier naviguait sur le voilier Club Med 2. Désormais, il commande le port de Marseille et Fos-sur-Mer. Le port de Marseille, c'est 2 bassins. C'est les bassins Est, donc qui sont situés à Marseille, et les bassins Ouest qui sont dans le golfe de Fos. Donc les bassins Est, c'est environ 8 millions de tonnes par an, et les bassins Ouest, environ 76 millions de tonnes par an. 9000 personnes travaillent sur le port qui génère près de 40 000 emplois indirects. En 2015, les plus gros navires au monde pourront y être réparés dans une fosse de presque 500 mètres de long. Un port qu'il a fallu reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale. Avant d'être chassés de Marseille, les Allemands ont massacré le port. Ici, c'est le grand bassin de Radoub qu'ils ont obstrué par des cadavres de bateaux et qu'il s'agit de déblayer et de mettre en état. Depuis la libération, Marseille a vu renaître un trafic important, mais il reste encore de grands travaux à accomplir. Aujourd'hui, sur le Vieux-Port, ce sont les petits bateaux qui charment le regard. 3400 embarcations ancrées là parfois depuis des générations. Toutes gérées par les clubs nautiques qui regroupent pêcheurs et plaisanciers. Michel Lamberty dirige l'Union nautique marseillaise. Et pour lui, pas question de perdre les traditions. Je dirais que c'est une manière un petit peu d'entretenir de façon intense et positive un lien social, quoi, parce que justement tous les gens, vous voyez, côte à côte se côtoient et là il n'y a plus de classe sociale. Il peut très bien y avoir, je parlais tout à l'heure du patron d'entreprise qui va avoir un gros voilier, mais il peut aussi avoir une barquette, il a le droit. Donc, et les gens se retrouvent comme ça, les uns à côté des autres, à parler de pêche et de sortie en mer, et puis voilà. Le Vieux-Port est la meilleure carte touristique de Marseille. Il a été rénové et rendu aux piétons. Aujourd'hui, c'est ici que la ville construit sa nouvelle image. Un accord historique au Proche-Orient, c'est suffisamment rare pour le souligner. L'autorité palestinienne, Israël et la Jordanie s'unissent pour sauver la mer Morte. Elle est en train de disparaître. Un immense système de pompage est mis en place pour ramener l'eau de la mer Rouge. Elle n'en finit pas de reculer. Chaque année, la mer Morte voit son niveau diminuer d'1 mètre. Les anciennes installations balnéaires sont aujourd'hui très loin du rivage. À ce rythme, la mer Morte aura totalement disparu en 2050. Pour la sauver, un accord historique est sur le point d'être signé entre Israël, l'autorité palestinienne et la Jordanie. Le projet est de pomper de l'eau salée dans la mer Rouge et de l'acheminer vers la mer Morte. Objectif 100 millions de mètres cubes par an. On a eu un rapport en 2012 qui estimait que c'était faisable. Maintenant, le problème aussi, c'est le financement. Puisqu'une fois qu'on a l'accord, qui va être le principal bailleur de fonds? Ce sera l'Union européenne ou on ne sait pas encore. Donc il faut obtenir l'argent. Estimé à plusieurs centaines de millions d'euros, le projet est contesté par les écologistes. Pour eux, la forte teneur en sel de la mer Morte, qui fait le bonheur des baigneurs, pourrait être modifiée, entraînant des dommages pour l'environnement. Autre volet du projet, au sud, une usine de désalinisation irriguerait toute la région. Au nord, les eaux du lac de Tibériade seraient en partie partagées. Au final, un symbole, celui d'Israël, de l'autorité palestinienne et de la Jordanie se mettant d'accord après 8 ans de discussion. Au Proche-Orient, la diplomatie de l'eau demande aussi de la patience. Direction l'Espagne à présent, où une annonce très particulière a attiré notre attention. Un aéroport fantôme au sud de Madrid est à vendre. Il est même bradé. Un gâchis qui symbolise à lui seul la spéculation immobilière des années 2000.
À Vendre, aéroport est à presque neuf, très peu servi. C'est un reportage de Marc de Chalvron et Mathias Second. L'aéroport de Ciudad Real presque à l'abandon. Seule présence humaine, des gardiens qui patrouillent au milieu de la piste d'atterrissage en toute tranquillité. Tout est là pourtant. La tour de contrôle, dernier cri, le terminal inauguré il y a 5 ans à peine, le tout aujourd'hui mis en vente, ouverture des enchères, 100 millions d'euros. Une broutille quand on sait qu'il a coûté 500 millions au bas mot. La piste se termine à 400 mètres du village. Et ici, on est à peine à 1 kilomètre. Pour le maire de Ballesteros, c'est la fin d'un rêve. Quand le projet de l'aéroport se profile au début des années 2000, il pense avoir trouvé la solution pour son petit village au bord de l'abandon. Ballesteros est en danger. Il y a une menace d'extinction. Les gens sont de plus en plus âgés. Ils meurent. Et il y a très peu de naissances. C'était merveilleux pour nous d'avoir cet aéroport. Au départ, c'est vrai, tout semblait parfait, comme sur cette vidéo promotionnelle. La piste d'atterrissage présentée comme la plus longue d'Europe, la première conçue pour accueillir l'A380, le gros porteur d'Airbus. L'idée est alors de désengorger l'aéroport de Madrid, situé à 200 km plus au nord, 1 heure à peine de TGV. Des rêves plein la tête et des emplois par dizaines de milliers quand l'aéroport est inauguré en 2008. Mais le terminal reste désespérément vide. Au lieu des 2 500 000 passagers annoncés, il n'y en aura que 54 000 en 2009. L'aéroport ferme ses portes il y a 1 an. La faute à la crise, mais pas seulement. Le symbole de ce gâchis, de ce projet non abouti, c'est cette passerelle qui, en son extrémité, tombe dans le vide. Elle devait relier le terminal de l'aéroport à une gare TGV qui n'a jamais été construite, faute d'argent. Et le TGV ne s'arrête pas. Il manquait 80 millions d'euros que personne n'a voulu payer. Une des nombreuses absurdités de ce projet pour Miguel Ramirez, opposant historique de cet aéroport. 2000 places de parking, tout est vide. L'aéroport ne correspond selon lui à aucune demande, trop loin de Madrid, dans une région sans attrait touristique. Un projet symbole de cette folie des grandeurs de l'Espagne des années 2000 qui construit sans réfléchir comme une fuite en avant. L'important était de créer une attente. Pendant 4 ans, il y avait des bus gratuits tous les jours qui reliaient les 2 villes les plus proches de l'aéroport pour voir les travaux. Mais ils étaient vides. Il n'y avait pas d'intérêt. Le maire n'abandonne pas complètement son rêve. Lui et tant d'autres s'accrochent à cette idée que l'aéroport soit racheté et revive. Les enchères sont ouvertes jusqu'au 27 décembre. Il y a 50 aéroports en Espagne, un record en Europe. Seuls 8 sont rentables. Avis donc aux amateurs. L'aéroport de Venise en Italie n'a pas de problème de fréquentation. Bien au contraire, c'est l'une des villes les plus visitées au monde. Nous vous proposons de découvrir un monument mythique de cette cité, le Palais des Doges. Voici l'histoire et surtout les coulisses de cet édifice. Longtemps, Venise ne s'est pas appuyée sur le charme de ses gondoles pour séduire et impressionner, mais sur l'imposante stature de son palais. Une dentelle de marbre rose et blanc, le symbole du pouvoir des Doges. Duc élu à vie pour défendre les intérêts des grandes familles et de la République maritime. De l'an 1000 au début du 19e siècle, la Sérénissime, un pont entre Occident et Orient. Une puissance commerciale incontournable qui, pour éblouir ses hôtes et ses clients, les recevait ici, dans cette salle aux proportions gigantesques pour l'époque. 1400 mètres carrés et une fresque monumentale du Tintoret, le paradis où le lion vénitien figure en bonne place. Il fallait que ceux qui arrivent de la mer restent frappés par la magnificence du Palais des Doges. Et à 15 mètres au-dessus de nos têtes, ce que les visiteurs ne voyaient pas. Dans la soupente, une prouesse architecturale imaginée par les charpentiers pour suspendre l'immense plafond d'un seul tenant. Il n'y a absolument aucune colonne qui le soutienne. Architecturalement, ça semble absolument impossible. C'est comme si toute cette charpente, c'était une coque de bateau à l'envers. C'est d'abord avec les apparences que la République de Venise écrasait ses rivales. Un palais aux 1001 recoins, inaccessible souvent et inconnu des 6 millions de touristes qui viennent ici chaque année. Pas une pièce sans un passage dérobé. Voici une armoire,
Et en vis-à-vis, de l'autre côté de la pièce, une porte cachée. Derrière, un escalier de service. Et un nouveau trésor en portique. Saint-Christophe du Titien. Direction, les petits bureaux dissimulés entre façade et salle de réception. Il y avait des passages innombrables, car comme je vous l'expliquais, c'était un palais de représentation. Mais c'est là aussi qu'il y avait toute son administration. Une république puissante, c'est pour envoyer ce message à ses rivaux que Venise entretenait ici dans ce palais ce double visage, l'officiel et le plus discret. Mais c'est également parce que les doges avaient des choses à se reprocher qu'ils ne voulaient pas que l'on découvre. Passé le pont des Soupirs, il y avait par exemple la prison. On l'appelait les plombs pour les plaques qui recouvraient son toit. Terrible et étouffant, selon le récit de son hôte le plus célèbre, Casanova, l'espion séducteur. Du bluff, selon la conservatrice. Casanova avait même un fauteuil ici. En vérité, pour quelques pièces, on se procurait un repas. Il y a un mythe romantique des plombs, cette prison très dure. Mais en réalité, c'était bien moins dur que ça. Ce que les doges ne voulaient pas que le monde découvre, en revanche, c'était leur autre prison, les oubliettes du palais, la geôle des puits, sous le niveau des canaux. Une torture rythmée par les marées. À marée haute, l'eau entrait dans les cellules. Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas de lumière, mais il y avait la présence des rats. L'enfer, les prisonniers l'ont même gravé sur les murs de leurs cellules, même si Venise la charmeuse n'a jamais laissé aucun de leurs cris sortir du palais des doges. À quelques semaines de Noël, une tradition du sud de la France, celle des 13 desserts provençaux. Ils se dégustent frais ou secs, mais certains pourraient leur préférer les fruits confits. À Saint-Rémy-de-Provence, une famille de confiseurs perpétue une recette ancestrale, une recette, tenez-vous bien, qui date du XVIe siècle et héritée du célèbre astrologue Nostradamus. Elle se transmet de génération en génération. Ces fruits confits à la forme parfaite et au goût unique sont servis sur les meilleures tables de la région. Autre savoir-faire provençal, la fabrication de santons, des bonhommes d'argile qui ont inspiré un artiste égyptien. Il en a fait des marionnettes pour raconter l'histoire des croisades vues par les Arabes. Un petit théâtre filmé adapté de l'ouvrage de l'écrivain franco-libanais Amin Malouf. Le résultat est absolument incroyable. C'est à découvrir à Aubagne, près de Marseille, jusqu'au 30 janvier prochain. Face à face entre le créateur et ses créatures, entre l'artiste égyptien Wael Chaouki et quelques-unes des 110 marionnettes enfantées par son imagination. Ces acteurs d'argile et d'étoffe sont les interprètes du Chemin du Caire, un opéra filmé, le second volet d'une histoire des croisades vue par les Arabes, une œuvre entièrement réalisée à Aubagne. Quand je suis venu à Aubagne, j'ai découvert qu'existait ici ce savoir-faire particulier de la fabrication des santons. Alors je me suis dit, comment pourrais-je utiliser cette matière pour faire quelque chose d'unique, de différent? Et ce que nous avons réalisé en l'espace d'un an me satisfait pleinement. Dans sa citadelle d'Alamout, la secte des assassins tient banquet autour de Hassan el-Sabah, son chef. Et pendant qu'il célèbre les joies de l'amour et de l'ivresse, ces hommes sèment la mort dans tout l'Orient. Les images ont été tournées par des étudiants en sciences de l'image de l'université d'Aix-Marseille. Les marionnettes d'argile, elles, sont nées sous les doigts des santonniers d'Aubagne. Aubagne, où une équipe de 200 personnes s'est lancée à corps perdu dans cette aventure artistique. C'est un petit peu le génie d'un territoire, oui, qui s'est exprimé parce que on a eu la chance de travailler tous ensemble, l'école de céramique, les santonniers, les céramistes, l'université, et puis se sont adjoints à nous aussi, il faut le dire, des professionnels, des bénévoles qui ont permis effectivement d'aller jusqu'au bout. En 2014, l'étrange troupe de comédiens quittera la chapelle des Pénitents Noirs pour entamer une tournée mondiale. Saint-Pétersbourg, Chicago, Berlin, Bruxelles, Londres. Avec un rendez-vous prestigieux au MoMA de New York, la consécration pour cette extraordinaire fresque orientale née à Aubagne. Une invitation au voyage à présent en Turquie. Nous allons vous faire découvrir un site unique en son genre, absolument époustouflant.
époustouflant les terres naturelles de Pamukkale. Une curiosité géologique sauvée du bétonnage par les autorités turques et l'UNESCO, au même titre que la station thermale toute proche Hierapolis. Un reportage de Stéphanie Pérez et Marie Cazot. C'est un voyage qui commence au petit matin. Quand les premiers rayons du soleil éclairent doucement ce paysage lunaire. Pamukkale. En turc, cela signifie château de coton. Un phénomène géologique unique au monde. À l'origine, 17 sources d'eau chaude fortement chargées en calcaire, qui au fil des siècles, en ruisselant, ont creusé la montagne. Des piscines naturelles, des terrasses aquatiques, où le temps perdu dans la blancheur semble suspendu. C'est si beau, si incroyable. Ça laisse sans voix. Il n'y a aucun endroit semblable au monde. Je n'ai jamais vu ça, c'est merveilleux. On relève dans la région une moyenne de 30 mouvements sismiques par jour. C'est ce qui fait remonter à la surface les eaux souterraines. Ce qui crée cette blancheur, c'est que depuis des milliers d'années, l'eau a déposé son calcaire en s'évaporant. Le calcaire s'est pétrifié et a façonné ses vasques sur plusieurs niveaux. À l'extérieur, la température est de 5 degrés. Tremper ses pieds dans l'eau chaude et fumante, un moment de détente bienvenu pour les visiteurs. Aujourd'hui, la température de l'eau est de 36 degrés. Ce sont les touristes qui en goûtent les bienfaits, près de 2 millions de visiteurs par an. Mais déjà à l'époque romaine, le site était une station thermale de renom, Hierapolis. Les malades venaient se faire soigner ici. Ils arrivaient par cette grande rue. Pour les distraire, des spectacles étaient organisés, notamment dans cet amphithéâtre. Hierapolis a très vite été réputée pour ses fêtes. Elle est aussi devenue le lieu de villégiature des plus riches. Les souverains aussi venaient profiter des festivités. Quand il y avait des spectacles sur cette scène en bas, ils s'asseyaient dans leurs loges réservées. Les notables étaient autour et le peuple s'asseyait sur les gradins plus hauts. Au pied de l'ancien théâtre, la station thermale est toujours en activité. Comme les anciens, ces touristes viennent guérir leur rhumatisme ou leur maladie de peau avec les eaux de Pamukkale. Si les hommes viennent ici depuis si longtemps, c'est que c'est efficace. Et pour ceux qui n'ont rien à soigner, il suffit de s'asseoir et de contempler. Et ça repose. Au revoir, c'était le dernier numéro de l'année. On se quitte avec un nouveau-né, un beau bébé de 150 kilos. Il a vu le jour au parc Marineland d'Antibes. Vous le voyez sur ces images, il se porte bien et sa maman aussi. Passez de très belles fêtes. On se retrouve à la rentrée le 18 janvier 2014.